la nuit des temps, voici que monte vers nous la lumière de l'histoire. Le pâle reflet que le passé nous envoie, c'est celui d'une terre qui ne s'appelle pas encore la France, mais la Gaule romaine, un assemblage de provinces que commence timidement à réunir un lien nouveau, la foi. Et remonte les fleuves une invasion nouvelle, la plus terrible de toutes. Regardez, là, sur la Loire. C'est librement que nous t'avons élu comme roi. C'est librement que nous te donnons justice sur nous tous. Vivant leur fils comme futur roi. C'est ainsi qu'accède à la couronne, en 1137, le jeune Louis VII, qui... Le combat est longtemps incertain. Par le roi qui domine de son étonnante figure ce siècle d'or, Louis IX, dont l'Église et la ferveur populaire feront plus tard Saint-Louis. Et tous ceux que tu croiras malheureux de cœur ou de corps, pour justice et droiture gardée, sois loyal envers ceux qui te sont confiés. Avec le XIIIe siècle, la France a connu le sommet du Moyen-Âge. Mais jamais l'histoire ne garantit l'avenir. L'abîme n'est pas loin. Le terrible 14e est celui de la tragédie, du malheur. La nation manquera de peu de s'y perdre. Mais il y a pire encore que la guerre, la peste. Les factions se disputent ce qui reste du beau royaume de Saint-Louis et de Philippe le Bel. Ici même, à Saumur, le 17 mars 1429... Madame Yolande, duchesse d'Anjou. Je suis la duchesse d'Anjou. Mais toi, jeune fille, accoutrée un homme, qui es-tu? Je me nomme Jeanne, madame. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Vive Par délivrer des Anglais la ville qu'ils assiègent, et dont tout dépend, Orléans. Jeanne, ce que tu as entrepris, ils croient l'anéantir dans l'embrasement du bûcher. Ils viennent de proclamer leur défaite. En politique, on tue d'abord ceux que l'on craint. Marignan, 1515, cette date si facile à retenir, n'est pas seulement celle d'une bataille, certes glorieuse, mais sans influence sur le destin national. Elle marque l'avènement au trône d'un roi flamboyant, François Ier. Le mal va naître d'une querelle qui peut nous paraître aujourd'hui bien vaine, mais qui ne l'est nullement aux yeux des Français du XVIe siècle, la querelle religieuse. Tout commence en 1560 par la conjuration d'Amboise. Soupçonnés d'une tentative d'enlèvement du jeune roi François II, des gentilshommes protestants sont décapités ou pendus aux murailles du château. Comme il est faible en face de la Ligue catholique animée par le tout-puissant duc de Guise, un bien étrange grand seigneur qui transforme la guerre religieuse en guerre civile.
couronne? Allons, le duc de Guise n'y peut prétendre, il n'est pas capétien. Il descend de Charlemagne, dit-on. Une dynastie en vaut bien une autre, et celle de Charlemagne a régné sur la France. Le 23 décembre 1588, à Blois, il fait assassiner le duc de Guise. Notre politique que l'histoire absoudra parce qu'il va contribuer à renouer les fils de l'unité nationale. Voulez-vous bien vous relever, mon ami? On va croire que je vous pardonne. Et je n'ai rien à vous pardonner, mais au contraire, grand compliment à vous faire pour la paix qui règne dans votre gouvernement de Saumur. Sire, conformément aux ordres de votre Majesté, je fais tout pour qu'ici, catholiques et réformés, vivent en bonne intelligence. Et vous faites bien. Cet officier qu'entoure respectueusement son état-major, c'est Monsieur de Turenne, maréchal de France, le plus grand soldat de son temps. Un moment frondeur, pour les yeux bleu pâle et la chevelure cendrée de la jolie duchesse de Longueville, il est rentré dans le devoir il y a quelques mois. Qu'attend-il? Louis XIV, un roi de 14 ans maintenant, accompagné de la reine, sa mère, et du Premier ministre, qui est aussi son parrain, le cardinal Mazarin. Je suis bien aise de vous voir, monsieur le maréchal. Je vous admire fort, et depuis longtemps. Il faudra vaincre ou périr. Soyez vainqueur, monsieur le maréchal, et vous aurez sauvé l'État. Confiance en vous, monsieur de Turenne, comme le roi. Pourtant, le roi parle bien peu. Il est vrai qu'il n'a que 14 ans. Pour le moment, il parle peu, c'est vrai. Elle mènera parfois à l'abus, vis-à-vis des protestants surtout, mais elle le fera porter la puissance capétienne à son apogée. D'abord, en établissant le pré-carré. Turenne habite aux Angevins, qui ont grand soif et lui demandent à boire. Monsieur Turenne habite aux Angevins, au champ d'Alsace il pousse aussi du vin. Puis encore, le soleil se lève chaque matin dans les ors de Versailles. Monsieur Colbert, Monsieur Louvois, ministre du roi, Monsieur de Vauban, ingénieur du roi et maréchal de France, Monsieur Mansart, architecte du roi, Monsieur Le Nôtre, jardinier du roi, Monsieur de Lully, musicien ordinaire du roi, Monsieur Racine, Monsieur Boileau, historiographe du roi, Monsieur Bossuet, prédicateur du roi, comédien ordinaire du roi. Messieurs, le roi. À la mort de Louis XIV, la France a presque la physionomie que nous lui connaissons de nos jours. La couronne est prisonnière du peuple. Le roi devient l'otage de la liberté. La liberté, mot magnifique, soulève les enthousiasmes, les passions. Pour elle, on se bat. Vive la nation! Faire du roi. À l'issue d'un procès discutable, on le condamne à mort. En d'autres temps, une telle tragédie eût probablement cassé la France. Elle vacille, mais demeure. Les Capétiens ont fait d'elle une nation. Dites, grand-père. Oui, mon petit. Tout à l'heure, quand l'empereur est passé, pourquoi vous n'avez pas crié « Vive l'empereur » Ah, ben tu sais, mon petit, moi, je suis né sous Louis XVI. J'ai connu la Révolution, la Convention, le Directoire, le Consulat, l'Empire, le Premier Empire, et puis la Restauration avec le retour du roi Louis XVIII.